femme d'une trentaine violée à l'aide d'un malaxeur, 400 $ emportés. Bilan de l'incursion des bandits à main armée dans plusieurs maisons d'habitation à Moussompo village dans le territoire de Muchacha. Déguerpissement forcé des vendeurs, The Craisers, qui ont construit un marché de fortune sur l'avenue Oshwe à la cité Jekabine Moussonoy. Opération pas saluée par les concernés. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité légendaire renouvelée à la télé Étoile Jaune. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Tout d'abord, premier titre de ce journal. Aucune marche de quelque parti politique que ce soit n'est autorisée ce jeudi 9 juillet dans la ville de Kolwezi. Décision de la mairie rappelée ce mercredi. Véronique Koupité, maire de la ville, appelle tous ses administrés à vaquer chacun librement à ses occupations ce jeudi 9 juillet 2020. Véronique Koupité dans cet extrait choisi par Francine Chansa. La mairie est plus que déterminée à faire appliquer la loi demain et demander à tous les organisateurs de ces marches-là que ces marches-là ne sont pas permises. Et les raisons sont claires, les raisons sont connues de tous. Nous sommes dans un état d'urgence, cet état d'urgence qui a été entériné par notre Assemblée nationale. Et quand on est dans un état d'urgence, il y a certaines libertés qui ne sont pas respectées, parce que la plupart de nos amis sont en train d'évoquer la Constitution, le droit de marcher. Mais quand on est dans un état d'urgence, certaines libertés ne sont pas permises. C'est le cas. Sous examen. Il y a l'ordonnance du président de la République. Il y a une autre demande qui vient d'être entérinée par l'Assemblée pour proroger l'état d'urgence. Il y a le ministre national qui avait fait sortir un arrêté et déterminant même les amendes transactionnelles par rapport à ceux-là qui vont aller à l'encontre de cet arrêté. Il y a le gouvernement provincial, le gouverneur de province qui a fait sortir un arrêté, et même la ville. Ce qui fait que toutes les raisons sont là. Nous ne sommes pas dans un état normal où les gens peuvent s'appeler et commencer à marcher. Et nous, en tant que responsables, parce qu'il nous avait été demandé de faire appliquer cette loi, nous sommes en train d'appeler la population de Kolwezi de ne pas répondre à toutes ces marches, de ne pas aller dans ces endroits où il y aura plus de 20 personnes, d'éviter toutes ces marches qui n'ont pas de raison d'être en cet instant dans cette ville. Certaines personnes qui sont en train d'appeler la population sans pour autant montrer quelles sont les dispositions qu'elles ont prises par rapport à la distanciation, par rapport au port de masque. Vous voyez déjà que ce sont des marches qui, à la fin, vont nous amener plus de problèmes sur le plan sanitaire que de solutions. Madame, Messieurs, nous le disions déjà au sommaire de ce journal. C'est une information un peu triste. Une femme âgée d'une trentaine révolue, violée à l'aide d'un malaxeur par des bandits à main armée en présence de son mari. La scène s'est déroulée la nuit du mardi 7 à ce mercredi 8 juillet 2020 à Moussompo village où des bandits à main armée ont fait incursion à l'internat des femmes de l'Unicole mais aussi dans 2 maisons d'habitation. Après un mois d'accalmie à Kolwezi, le bourreau reviennent sur leurs habitudes. Des vitres cassées, les murs percés par des coups de marteau, 400 $ américains emportés et d'autres biens de valeur par ce malfrat, comme nous explique cette victime. Ce sont des hommes armés. Parmi eux, il y avait ceux qui avaient des armes à feu et d'autres des marteaux et des barres. Je dormais dans l'autre appartement. J'ai entendu du bruit. J'ai ouvert la porte. Du coup, l'un d'eux m'a pointé son arme et me dit de ne pas bouger. Je leur avais dit, si c'est moi que vous cherchez, je suis là. Prenez tout ce que vous voulez et arrêtez à ce que vous faites à mes enfants. Si c'est de me tuer, tuez-moi. Ils m'ont dit, non, on n'a pas besoin de te tuer. On a besoin de l'argent. Je suis entré dans la maison. Je leur avais donné une somme de $ américains. 400. Et ils sont partis. 400 $.
Après cette maison, ils sont allés à la parcelle voisine et de là, ils ont tabassé le mari et violé sa femme. Elle dit, mon mari et moi, nous dormions. Par coup de marteau, ces bandits ont réussi à pénétrer dans notre maison. Du coup, ils ont tabassé mon mari et l'un d'eux m'a braqué une arme en me demandant de l'argent. Je leur avais dit, on n'a rien. Ils ont pris toutes nos valises et jeté nos habits par terre en cherchant de l'argent. Ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont tabassé par le malacteur, arrivé jusqu'à tel point de l'introduire sur ma partie intime. Pour en finir, ils sont allés à l'internat des filles interceptées par les jeunes du quartier et ces bandits n'ont pas pu opérer, mais laissant tomber un chargeur de munitions qui a été remis entre les mains de la police. L'opinion par ailleurs intrigue la présence d'armes à feu chez les civils, pourtant propriété de l'armée et de la police. Restons sur ce même sujet. Le cadre des concertations de la nouvelle société civile de la province du Lualaba condamne avec la dernière énergie ces actes ignobles perpétrés par des bandits à Méarmé, à Moussompo village. Shadrach Moukad, président de cette structure de la société civile qui a effectué une descente sur le terrain, s'est exprimé au micro de Fiston Salomon. C'est encore une consternation parce que vous savez, nous avons salué, nous venions de vivre tout un mois d'accalmie totale, de sérénité dans la population. C'était vraiment des fleurs que nous étions en train de jeter déjà au service de sécurité. Et aujourd'hui, l'insécurité renaît encore. Donc il faut dire qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail parce que c'est toujours les coins reculés, les périphéries de la ville où les bandits à main armée ne cessent d'opérer. Vous savez, on a écouté les témoignages des victimes qui disent avoir vu. D'abord, il faut retenir qu'ils étaient main armée. Certains avaient des tenues semblables aux tenues de la police, selon les témoignages reçus sur les lieux des victimes. C'est déplorable parce que la population a le droit à jouir de la quiétude, de la sérénité, de la paix sociale. Et quand des criminels, des bandits refont surface, nous devons nous remettre toujours au service de sécurité, notamment la police nationale congolaise, qui dans ses prérogatives, c'est la sécurité des personnes et de ses biens. Donc, en tant que société civile, nous allons documenter un rapport adressé aux autorités compétentes et pour demander à ces autorités de redoubler de vigilance, de redoubler d'efforts pour que les périphéries de notre ville soient la cible des opérations des services de sécurité. Et des Moussompo village, rendons-nous à présent à la cité Jekamine Moussonoy qui est plongée dans le noir depuis le mardi dernier. À la base, plus de 600 mètres de câbles électriques ont été volés par des personnes non autrement identifiées. Raphaël Oblondi. Les artères le plus chaudes de la cité Moussonoy sont très calmes, pas de bruit, comme c'était devenu une habitude. Dans cette cité, les ampoules complètement éteintes, un désert où seuls les appels de receveurs sont entendus. Les habitants de la cité Jekamine Moussonoy ont passé une nuit dans le noir. À la base, 3 câbles d'une longueur de plus ou moins 200 mètres ont été volés par des personnes non identifiées sur la route menant vers T17. Ici, les câbles ont été bien sectionnés. Cet acte est condamné par le président des jeunes de la cité Moussonoy. Nous condamnons avec dernière énergie cet acte. Cela montre l'insécurité dans laquelle nous vivons. On ne sait plus comment avoir ces câbles électriques volés. Les habitants de cette cité sollicitent l'implication des autorités provinciales afin que de solutions idoines soient trouvées.
Madame, Messieurs, cité Jekhamine Moussonoy, restons-y tout en changeant cette fois-ci de chapitre. Des créateurs, aussi des vendeurs qui ont érigé leur quartier général sur l'avenue Oshwe, à quelques mètres de la mine à ciel ouvert de l'entreprise Comus, ont été déguerpis des forces ce mercredi dans l'avant-midi. Une décision qui a engendré certainement des mécontentements dans les chefs des concernés. Ces images remonte du 25 juin 2020 sur l'avenue Oshwe à la cité Jekhamine Moussonoy. Ici, toutes les opérations économiques vont bon train. Les vendeurs, restauratrices et créateurs effectuent leurs activités au calme. Un marché a été érigé à cet endroit. Ce mercredi 8 juillet 2020, l'ambiance est cassée sur le visage de ces jeunes hommes. Ce sont les larmes qui coulent des yeux sur cette avenue. Deux familles sont en pleurs. Les vendeurs ont été déguerpis de cet endroit. Sur place, c'est un vide total. Pas de restaurant de fortune, ni autre alimentation. Les femmes et hommes qui exerçaient leurs activités ici se voient au dépourvu et n'ont nulle part où aller, car plusieurs ont élu domicile à cet endroit et n'admettent pas leur déguerpissement. Nous demandons pardon. On avait déjà préparé les haricots ainsi que d'autres condiments. Que le gouverneur ait pitié de nous. On ne sait plus où aller. Les condiments vont pourrir. On s'est réveillé le matin en nous disant qu'il y a quelque part où on a volé des câbles électriques. On les accuse de tous les maux. On a été surpris de ça. Et voilà la situation. On dit qu'on a volé des câbles électriques. Avez-vous déjà vu un trésor voler des câbles? Si pour certains, c'est une situation triste, d'autres remercient les autorités provinciales pour cet acte. Moi, je remercie le gouvernement. C'est une place d'autrui. On ne peut pas occuper comme ça. Les gens qui veulent vendre, qui cherchent ailleurs, qu'ils vont le matin, il y a des endroits où on peut les mettre, qu'ils vont, ils partent. Déguerpis de cet endroit. Plusieurs ne savent plus où aller. C'est notamment ces femmes qui vendaient des nourritures aux créateurs, des condiments déjà bien cuits qui ne serviront sans doute à rien, car elles ne pourront pas les vendre. Un camion remorque transportant des paniers, des tomates, s'est renversé au niveau à quelques mètres du rond-point Mwangeji. Ce camion venait des Likasi. Le bilan fait état d'aucune perte en vies humaines, mais de blessés graves, mais aussi un énorme dégât matériel a été décrié. Ben Moulande. Le pneu flotte en l'air, un camion renversé, les paniers de tomates éparpillés sur l'artère. Difficile même d'identifier ces camions remorques, la plaque d'immatriculation reconnue qu'à moitié, la cabine réduite en état de ferraille. Ces camions en tonneau provenaient de la route Likasi et se dirigeaient vers les ronds-points Mwangeji, s'est renversé dans les encablures du cimetière monument. Dans une vitesse normale, à en croire, les propos recoupés sur le terrain. Voulant se débarrasser vite des motocyclistes engagés sur la voirie, les conducteurs du camion a perdu les contrôles du volant. Tous les passagers à bord ont eu une vie sauve, à part quelques blessés graves acheminés à l'hôpital général des références de Mwangeji pour les soins d'urgence. Les chauffeurs roulaient à une vitesse normale avec des convoyeurs derrière. Un camion était devant eux et, par surprise, un motocycliste s'est retrouvé à leur milieu. En voulant les dépasser, les chauffeurs du camion remorque a perdu le contrôle du volant et l'engin s'est renversé. Un convoyeur qui était au-dessus des marchandises a sursauté pour avoir une vie sauve et l'autre qui est resté là-dessus s'est vu coincé. Tous deux ont été ramenés à l'hôpital de Mwangeji, tordus de douleur. Les propriétaires des marchandises ont joué à la perte. Les produits transportés par ces camions n'ont pas vu leur destination finale. Les chauffeurs s'est éclipsé dans la nature. La police des circulations routières s'est contentée de ramener l'engin à la fourrière.
Et puis le marché Manika, situé dans la commune portant le même nom, se trouve dans un état piteux, à en croire le président de ces lieux de négoce. Joseph Yave appelle à l'implication de sa hiérarchie pour que ce marché revête une nouvelle robe. Je vous propose de suivre cet élément de reportage qui porte la signature des Grâces Oleko pour avoir plus de précision. Notre marché est en train de produire que plus que d'autres marchés. Ce sont les commerçants qui payent les taxes patentes, IPMEA et taxes journalières. Mais en voyant sur le lieu lesquels les commerçants sont en train d'exposer leurs marchandises dans un marché qui n'est pas pavé, le mur qui ne sont pas peintes, vraiment ça ne fait pas l'honneur de la ville de Kolwezi. Parce que toute la production de ces taxes est reproduite à partir de ce marché central. On a déjà présenté nos doléances. Jusqu'ici, il n'y a pas de réponse. On est même surpris de fermer d'autres portes et d'être même vendu d'autres espaces qu'on devrait mettre de vendeurs. On a trouvé que quelqu'un d'autre est venu acheter de la parcelle devant le marché et fermer la porte du marché. Ça, c'est quel développement? Comment est-ce que les gens peuvent s'en sortir? Si les autorités écoutent de ce message, c'est une doléance et un message de demande. Nous demandons que les autorités puissent penser sur nous qui sommes en train de produire. Et puis les habitants du quartier Golf et ceux du village Tchaboula éprouvent d'énormes difficultés pour avoir accès à l'eau potable. Le lac du Golfe demeure leur seule source d'approvisionnement, ce malgré la mauvaise qualité d'eau produite par ce lac. L'eau, c'est la vie. Cet adage est loin d'être une réalité au quartier Golf ainsi qu'au village Tchaboula. Durant cette période où la saison sèche bat son plein, l'eau potable dans cette partie de la province est devenue un casse-tête. Pour pallier à cette problématique, si l'Olabé ont usé de la politique de l'autoprise en charge en se dotant des puits. Ceux détenant des moyens financiers s'approvisionnent en eau des puits, tandis que pour certains, une rivière leur sert d'approvisionnement, les exposant ainsi à plusieurs maladies. Étant à bout des souffles, ces habitants plaident pour l'implication des autorités. Elle dit, ici nous avons un problème pour s'approvisionner en eau potable. Néanmoins, avoir 500 francs ou 200 francs pour acheter un bidon d'eau. C'est pour la toute première fois que nous sollicitons l'aide des autorités. C'est pourquoi vous nous voyez, nous sommes en train de se cotiser pour pouvoir aménager nos puits qui nous servent d'approvisionnement en eau potable. Nous demandons au ministre de l'énergie de nous venir vraiment en aide. C'est pour la première fois que nous sollicitons leur implication. D'habitude, on s'y prend toujours en charge. Selon l'un des habitants qui a requis l'anonymat, ils auraient effectué plusieurs démarches auprès de l'entreprise Comus afin d'être approvisionnés en eau potable. Mais malheureusement, leur cri d'alarme n'a pas trouvé gain de cause. Après qu'ils aient foré leurs puits, ces mêmes puits serviraient également aux agents de l'entreprise Comus. Il est capable de surveiller l'état du malade en utilisant au besoin des appareils d'assistance médicale. Le conducteur ambulancier est à l'honneur chaque 8 juillet de l'année. À l'occasion de cette célébration au niveau mondial, nos rédacteurs, enfin encore nos journalistes sont rendus à la rencontre de M. Jean-Paul Tamboué qui est ambulancier à la commune de Dilala. Jean-Paul Ntamboué, d'une trentaine révolue, a pratiquement 3 ans depuis qu'il s'est décidé de dompter cette ambulance médicale de la commune de Dilala. C'est après avoir reçu une formation à la matière. Il n'est pas seulement qu'un simple ambulancier, des notions élémentaires du secourisme résonnent encore dans sa crâne. En contact permanent avec des personnes blessées ou malades, Jean-Paul Ntamboué a le contrôle de son engin. Il peut même administrer les premiers soins. La première des choses, nous prélevons la tension du malade avant de contrôler le fonctionnement du cœur. Bien que la sirène et les clignotants d'une ambulance alerte, les ambulanciers
font face à un bras de fer avec les usagers de la route. La courtoisie routière et la notion de la priorité sont restées dans les tiroirs des chauffeurs. Il y a souvent des embouteillages dans les grandes artères. Les chauffeurs de taxi, minibus, YAS s'en foutent du code de la route. Normalement, ambulances, camions, anti-incendie, corbillards ont une priorité dans le code de la route. Ils n'ont pas de barrière sur leur chemin parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel se trouve le malade. C'est pourquoi nous accélérons. Le chauffeur chevronné libère de soi la route. La courtoisie routière est importante dans la vie du chauffeur. Les mots ambulance plaqués au devant d'une ambulance est toujours marqué à l'envers pour permettre aux conducteurs de mieux lire normalement dans leurs rétroviseurs. Les ambulanciers sont aussi dans la ligne des secouristes. Et ce mercredi 8 juillet, la communauté kimbanguiste célèbre le 28e anniversaire des décès de Joseph Dianguenda, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Retour sur son parcours dans cet élément qui porte la signature de Francine Tchonsa Mwansa. Bolingo, Mibe Komisala. Joseph Dianguenda, considéré comme l'une des grandes personnalités religieuses congolaises dans l'église kimbanguiste, il fut le premier à relater l'histoire de la religion à travers son livre. Troisième et dernier fils de Simon Kimbangu, connu sous plusieurs dimensions. Pour ce 28e anniversaire de sa mort, il est recommandé aux fidèles de l'église d'éviter la distraction. C'est un grand jour pour nous kimbanguistes car nous commémorons la disparition physique de Papa Dianguenda Kontima Joseph. Papa Dianguenda, c'était le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et c'est lui qui a continué, c'est lui qui a épanoui, c'est lui qui a apporté la parole de Papa Simon Kimbangu partout. Et nous le considérons comme étant le Saint-Esprit. Papa Dianguenda, c'était la deuxième venue de Papa Simon Kimbangu comme il l'avait prédit en 1910. Tout ce qu'il a fait, aucun humain ne pouvait faire ça. Il avait des dimensions spirituelles très élevées que personne dans ce monde ici n'a jamais eu. Diacre Mouteba demande aux fidèles kimbanguistes de ne pas ignorer les règles de distanciation afin de lutter contre cette pandémie. Nous, étant une église qui respecte les normes de l'État, le premier commandement de notre église, dans nos préceptes, on dit il faut respecter l'État. C'est pourquoi nous ne devons pas nous entêter pour aller nous rassembler. Il nous a demandé de rester à la maison. Restons à la maison, nous prions. Signalons que Joseph Dianguenda est décédé le 8 juillet 1992 à Genève. Cet élément religion clôture complètement ce journal sur la télé Étoile Jaune. Merci à vous qui nous avez suivis depuis la République démocratique du Congo et même en dehors des frontières nationales. N'oubliez pas, coronavirus existe. Protégez-vous, protégez aussi votre entourage en respectant les gestes barrières.